Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCF dans Écosolutions d'un monde à l'autre, l'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. À ma droite, Josué Girondier, co-animateur de cette émission et responsable des formations au sein de l'ESCRA, l'école de commerce de l'automobile de la CCI du Mans et de la Sarthe. Josué, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour à tous, et je précise pour nos auditeurs que vous, Valérie Fatpi, chef de projet pour l'agence de création de sites web Coca, est aujourd'hui à ma gauche. Et afin de compléter ces présentations, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios le président de la Fédération des bouchers charcutiers traiteurs de la Sarthe, qui est également président du Printemps des Rillettes. En 2018, Tradition Sartoise a été élu meilleure boucherie de France et avec 28 collaborateurs, il est aujourd'hui le plus grand boucher charcutier traiteur des Pays de la Loire. Michael Douard, bonjour. Bonjour Josué, bonjour Valérie. Alors Michael Douard, en 2004, vous décidez de reprendre une petite boucherie située aux 35 places de l'Église sur la commune de Changé. Vous êtes 3 à l'installation et aujourd'hui 28 collaborateurs. Alors Michael Douard, racontez-nous un petit peu cette histoire entrepreneuriale. Est-ce que vous n'avez pas toujours voulu être boucher ? En fait, j'ai voulu être boucher depuis tout petit, j'avais 11 ans, donc vous voyez, ça commence à dater. Et un jour, j'avais dit, un jour, j'aurai ma boucherie à moi. Donc, il a fallu attendre une petite vingtaine d'années plus tard, mais entre deux, voilà, je me suis formé. J'ai bien fait apprenti boucher, voilà. J'ai fait un CAP boucher, un CAP charcutier, un BP, un brevet professionnel en boucherie. Donc tous les diplômes vous permettant de vous installer. À l'époque, tous les diplômes possibles. Donc voilà, j'ai fait toute ma formation. Ensuite, je suis allé travailler dans des endroits différents, aussi bien dans des salaisons, dans des abattoirs. J'ai été chef de rayon dans un supermarché. Et puis ensuite, voilà, je me suis dit qu'il était temps peut-être de faire autre chose. Donc à 30 ans, en rendant visite à mon ancien maître d'apprentissage, vous voyez, il m'a dit, tiens, dans ta commune, le boucher, il est à vendre. Ça serait peut-être bien si t'y pensais, quoi. Et donc, du coup, voilà, ni une ni deux, j'ai dit, oui, après tout, c'est peut-être l'occasion, c'est chez moi. J'ai toujours habité cette commune-là. Donc, c'était, en fait, l'endroit idéal pour moi. Donc, je suis allé voir, et puis, 6 mois après, j'étais dedans. Voilà, c'était fait. Et de 3 à 28, ça se passe comment ? En fait, on a démarré à 3 parce qu'on savait pas trop où aller, La boucherie devait normalement fermer. Donc, moi, je l'ai reprise in extremis, on va dire. On a ouvert un 1er décembre, donc on a démarré à 3, il y avait le boucher, donc c'était moi, il y avait un charcutier que j'ai embauché et une vendeuse. La vendeuse, je lui avais dit, on verra, pour l'instant on va peut-être commencer un 3/4 temps, je sais pas si on peut faire un temps complet. Et en fait, dès le premier mois on a fait un temps complet, et puis j'ai embauché quelqu'un un mois après, et ainsi de suite, voilà. 6 mois après on était déjà 5. Et puis petit à petit, voilà, on a augmenté, 28 personnes maintenant. Donc c'était pas forcément voulu quand je me suis installé. D'ailleurs, si j'avais dit à mes banquiers ou à mon comptable que 10 ans après, on serait 15 ou 20, ils auraient peut-être même pas voulu que je m'installe. Il serait dit, il est fou, lui. C'est ça, ouais, voilà. Mais ça s'est fait naturellement et au fur et à mesure, en fait, j'embauche du monde parce qu'on a plus de boulot et pour que ça soit toujours bien fait. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc là maintenant, on se stabilise depuis 6-7 ans. On est à peu près le même nombre et là, c'est bien. On a un nombre qui est très bien par rapport à nos locaux. Donc c'est une belle aventure entrepreneuriale. Et puis le 10 juin 2020, un incendie se déclare dans le labo et détruit complètement l'établissement. Donc un accroc dont on souhaite à personne. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe humainement avec vos collaborateurs, qu'est-ce que vous vous dites ? On a l'impression qu'il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. J'étais chez moi, vous voyez, j'étais en train de passer la tondeuse, donc j'étais chez moi, on m'appelle, on me dit il y a de la fumée qui sort de chez toi et il y a le feu. Je dis et hop, j'étais en short, j'ai dit j'y vais tout de suite. 5 minutes après, j'arrive sur place en même temps que les pompiers. Les pompiers me demandent on va ouvrir la porte, on l'a refermée quasiment immédiatement et voilà. Le pompier me dit parce que je le connais, voilà, c'est un copain d'enfance. T'inquiète pas, on est là pour sauver les maisons d'à côté. Il dit il y a plus rien à faire pour la boucherie. C'est pas forcément rassurant, mais donc là on se pose plein de questions, on se demande ce qui va se passer, tout ça. Et en fait normalement ça s'est passé un mercredi après-midi, c'est le jour où il y a le moins de monde à travailler dans l'entreprise, parce que ça s'est passé à la coupure du midi en fait. C'est moi qui ai fermé les portes à 1h à 13h et on m'a passé un petit coup de fil à 2h15. Pour me dire qu'il y avait le feu un petit peu partout. Et puis voilà, c'est le jour où normalement il y a le moins de salariés et en fait les salariés sont tous venus sans exception voir les dégâts, voir comment ça se passait. On était tous ensemble et c'était pas forcément très simple. Alors justement, Michael Douard, lorsque vous entreprenez cette reconstruction, vous vous dites que c'est l'occasion de tout optimiser.
Et puis vous consultez vos équipes, vous dessinez vous-même les plans, mais en fait ça se passe un peu comment ? En fait, du jour où il y a eu l'incendie, on s'est rassemblés ensemble parce qu'on avait tous besoin de parler les uns aux autres. On a fait un peu les psychologues, les uns plus avec d'autres, et puis ça a permis de créer un peu d'affinité, de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et en fait, comme la boucherie n'existait plus, il y avait plus rien. Le seul endroit où on pouvait faire ça, c'est chez moi, dans mon garage. Donc on a ramené des tables, on s'est mis autour de la table, on discutait, on a fait les inventaires de tout ce qu'on avait perdu, en fait, de tout ce qui avait brûlé. Ce qui est pas forcément simple, mais tout le monde sait avec quel matériel il travaillait. Donc chaque personne était chargée de faire la liste sur un papier. On a fait des listings et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton labo ? Combien il y avait de couteaux ? Combien il y avait de matériel à peu près ? Enfin voilà. On a fait la liste de tout ça et ça nous a occupé une bonne partie de l'été, quoi. Mais par contre, on avait tous beaucoup de questions. Et du coup, vous entamez 14 mois de travaux. Et dans ces travaux, qu'est-ce que vous avez à cœur, qu'est-ce que vous avez eu à cœur de mettre en place dans ce nouveau lieu complètement revu, revisité ? Donc on a tout refait de A à Z. Donc on va dire que ça reste un avantage quand on fait des travaux, c'est qu'on a mis tout à l'endroit où on voulait. Puisqu'avant, on avait déjà fait des travaux 3-4 fois des labos, sauf que les labos ont été faits en 3-4 fois avec les murs qui existaient, donc on était obligé de faire avec. Que là, les murs, on avait juste les murs extérieurs, et après, à l'intérieur, c'est vraiment, on a tout refait. J'ai refait les plans de A à Z. On a fait des réunions pas mal avec les gars et les filles, pour savoir en fait quelle place ils avaient. En fait, dans les anciens labos, est-ce que c'était assez grand, est-ce que c'était trop petit, est-ce que c'était bien ? Et du coup, on a fait plus grand et on a fait mieux. On a fait uniquement ce qui nous servait. Alors, dans mieux, j'ai noté à la volée, mais vous allez tout me confirmer, un éclairage LED partout pour remplacer les néons, des détecteurs de lumière pour allumer et puis non plus d'interrupteurs, une clim réversible partout, des grandes ouvertures de façon à avoir le maximum de lumière du jour, une isolation top, des panneaux solaires pour chauffer l'eau chaude, un système de récupération des bidons contenant des produits nettoyants écologiques. Vous faites aussi l'apologie du vinaigre blanc et vous redonnez ces bidons aux fournisseurs. Ces bidons sont recyclés, tous les cartons servent ou resservent, et vous mettez en place une centrale de nettoyage dans toutes les pièces du labo. Il y a également l'installation des optimisateurs d'énergie. Alors voilà, dites-nous un petit mot sur les optimisateurs d'énergie, et après on passe à la suite. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, mais les optimiseurs d'énergie, c'était pour ne pas avoir un compteur qui soit surévalué. Vu qu'on est quand même consommateur d'énergie, vu qu'on fabrique tout maison, donc on a besoin de four, on a besoin de tout ça. Donc ça nous permet de réguler la puissance, au lieu que tous les appareils, par exemple, s'il y a 5 appareils qui fonctionnent à plein, il y en a un ou deux qui vont se couper un petit peu pendant 30 secondes ou 1 minute. Ça va permettre de ne pas dépasser le compteur général, que ça ne fasse pas tout sauter les plombs, puisqu'on a eu le cas pendant nos locaux provisoires, et c'est pour ça qu'on a installé des optimiseurs d'énergie, et c'est plutôt une très bonne chose, ça nous permet de réguler comme il faut. Donc finalement, le sujet de l'énergie était central dans votre projet, Michaël Douard, et aujourd'hui, avec ce nouveau déploiement, quel gain énergétique vous réalisez ? En fait, maintenant, on fait des économies d'énergie en termes de puissance, puisqu'on a économisé 20% à peu près par rapport à nos anciens labos. On va pas dire que c'est peine perdue, c'est bien de l'avoir fait, mais vu la hauteur des hausses d'énergie, heureusement qu'on l'avait fait. Donc au-delà de l'optimisation de l'énergie, dans votre activité, vous n'utilisez que des produits de qualité. Seules les viandes label rouge entrent dans la composition de vos préparations. Et puis vous travaillez également à la promotion des filières locales en matière de vin et de produits d'épicerie. Alors Tradition Sartoise, c'est bien plus qu'un nom commercial. Ah oui, quand j'ai créé l'entreprise en 2004, je cherchais, j'ai griffonné sur un papier, j'ai dit comment on va s'appeler, je dis je veux pas m'appeler Boucherie Douard. Je voulais que ça s'appelle autrement, donc j'ai tout de suite trouvé le mot. J'ai fait le logo moi-même, je l'ai dessiné après et puis ça c'est resté, et c'est pas uniquement un nom, non, c'est quand on dit Tradition Sartoise, c'est parce qu'on travaille avec des recettes de tradition, et puis je suis légèrement chauvin sur les bords, donc j'aime bien les choses de chez nous, donc tant qu'à faire, ça sert à rien d'aller chercher des produits loin alors qu'on a tout ce qu'il faut à la maison. Et alors dernière question pour vous, Michaël Douard, y a-t-il un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète ? J'ai des pensées positives, et je me dis que si tout le monde était plutôt optimiste et voyait le verre un peu à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça se passait beaucoup mieux pour tout le monde. Ça, c'est une maxime de chez RCF, le verre à moitié plein. Écoutez le verre à moitié plein. Aussi. Et alors avec Josué, nous sommes venus avec une baguette magique qui va vous permettre de changer complètement et d'un seul coup une chose dans le monde, mais une seule. Qu'est-ce que vous changeriez ? Que tout le monde mange correctement. Michaël Douard, cette émission se termine. Merci d'avoir été notre invité pour cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Merci à vous et à très bientôt. Et quant à vous, chers auditeurs, avec Valérie,
Nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénoman.